Il y a eu une attaque terroriste et il y a une agence, on appelle Agence Ivoirienne de Presse, AIP. Et Afin Guessan n'avait pas tort quand il a dit que Ouattara a tout verrouillé. L'agence ivoirienne de presse, c'est vraiment pitoyable. Voilà des gens, quand il y a des attaques au Mali, au Burkina ou au Niger, ils ont toutes les qualifications, tous les qualificatifs. Alors là, ils sont versés dans l'art de décrire les terroristes et de peindre nos pays comme étant des pays qui vivent encore dans l'Antiquité, des pays qui vivent dans la préhistoire. Nous sommes des États archaïques. Ça, c'est l'agence ivoirienne de presse. Mais alors, regardez comment le gouvernement contrôle même la presse en Côte d'Ivoire. L'agence ivoirienne de presse a été incapable de dire que la Côte d'Ivoire a subi une attaque terroriste, mais a dit que des hommes armés ont attaqué la Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. J'ai dit ces petits blacros avec leur calba qui sent la merde, des gens qui sont sales et crasseux. Vous prenez l'argent des Ivoiriens et vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Merde, agence ivoirienne de presse, maudit que vous êtes. Vous blaguez les Ivoiriens? Est-ce que vous croyez que vous pouvez cacher le soleil avec la main? Que vous dites que ce sont des hommes en armes? Nous appellerons des terroristes. Parce qu'ils ont revendiqué leur attaque. Voilà la malhonnêteté. Voilà l'indécence. Voilà ce que nous appelons la mythomanie, la déviation, la dépravation, l'intoxication et la désinformation du peuple. Les terroristes ont toujours été en armes. Les militaires sont en armes. Les civils aussi ont des armes. Donc il faut dire à quelle catégorie appartient ceux qui ont attaqué. Est-ce que ce sont des militaires en armes? Est-ce que ce sont des civils en armes? Ou ce sont des terroristes armés? Évidemment que ce sont des terroristes armés. Nous avons, pendant combien d'années, averti les Ivoiriens. Et je leur ai dit, c'est malheureux, mais cette politique-là, vous allez payer cher. Ce n'est pas vous qui êtes visés, mais c'est la politique qui vous place en ligne de mire des terroristes. Combien de fois Ibrahim Traoré n'a-t-il pas interpellé les autorités ivoiriennes d'arrêter ce qu'il faut? Il a pris l'exemple sur le Burkina Faso de Blaise Compaoré, qui était le nid des terroristes. La plupart des grosses maisons, les grosses villas, les duplex, les hôtels appartiennent aux terroristes qui aujourd'hui ne peuvent plus entrer au Burkina. Ils l'ont construit à l'époque de Blaise Compaoré. Mais où est Blaise aujourd'hui? Vous regardez Blaise Compaoré aujourd'hui? Vous devez vous poser des questions sur le sens de la vie, le sens de la responsabilité, le sens du devoir. Quelle est notre implication? Quel est notre rôle? Quand vous regardez à quoi, pas à qui, à quoi ressemble Blaise Compaoré, parce que Blaise Compaoré est en train de ressembler petit à petit à autre chose qu'un être humain. Blaise Compaoré n'est plus un être humain au sens étymologique de l'expression. Il devient une chose. Quelle chose? Sa femme Chantal connaît, Alassane Ouattara connaît. Nous avons interpellé les Ivoiriens. Je fus le premier quand, à l'époque, c'était seulement le Mali qui venait d'affirmer à travers la rectification sa souveraineté. J'ai dit à Alassane Ouattara, tu joues à un jeu dangereux. Ces terroristes-là n'ont pas de partenaires. Quand nous allons les allumer, quand nous allons les cogner et qu'ils ne comprendront plus où aller, ils vont se retourner contre vous. Mais alors, la question que nous devrons nous poser, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'interpelle. Il dit, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est une attaque anodine? Est-ce que tu crois vraiment que ce sont les terroristes qui sont venus attaquer comme ça la Côte d'Ivoire? Et là, quand je vous parle ainsi, moi, je n'ai pas honte. Hein. Moi, vous savez ce qui fait ma force? Donne-moi une seconde. Vous savez ce qui fait ma force? Moi, je partage tout, même mes propres expériences.
pour que quelqu'un qui se trouve dans la même expérience un jour dise, ah, Keïta a une fois dit ça. Ah, donc, il faut que j'apprenne à construire ma propre voie avec Dieu. Quand vous parlez comme ça, l'Esprit vient et puis vous rectifie, ou amplifie, ou vous oriente. Parce que je voulais prendre la voie des terroristes qui veulent se retourner contre leur maître. C'est comme l'Esprit me dit, non, 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 attention. Rappelle-toi de ce que tu as écrit comme titre. Attaque terroriste, les enjeux électoraux en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme si c'est une forme de révélation pour me dire, mais attention, ramène les Ivoiriens au discours de Ouattara. Ouattara qui dit, on est en sécurité, et Ouattara qui vient ensuite pointer le Sahel comme étant l'épicentre du terrorisme. Et voilà que, il y a une attaque. Est-ce que c'est l'État qui l'a volontairement laissé faire? Ou n'oubliez pas aussi que on a eu à vous dire que les terroristes dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, vers la frontière du Burkina Faso, je n'irai pas à Ferké, d'accord? On va rester beaucoup plus vers le nord-est, Bouna. Et moi, je vais interpeller Kaba Nialé. Kaba, c'est vrai qu'à Bouna, on n'attend pas des intercarcérations entre Russes et puis... mais Kaba Nialé, tu crois que pendant combien de temps Bouna va rester en paix? Kaba Nialé, pendant combien de temps tu crois que Bouna sera épargnée? Elle vient de Bouna, hein, Kaba Nialé. Elle est de Bouna, d'accord? Kaba Nialé, tu penses pendant combien de temps que Bouna sera épargnée par les attaques terroristes, par les agressions terroristes? Mais elle le sait, Kaba Nialé. C'est pourquoi elle est beaucoup discrète quand il s'agit de parler beaucoup. Elle est très réservée. Elle ne parle que par rapport à ses missions. Et même tout récemment, il y avait une mission où elle accompagne le Premier ministre. Elle n'a même pas pris la parole. Elle s'efface toujours. Je ne sais pas comment cette femme-là est, mais c'est quelqu'un que j'admire et que je respecte. Elle a, peut-être que je peux me tromper, mais l'image que je vois, c'est une femme qui a, même Kaba quand elle s'habille, même les habillements de Kaba, regardez comment elle s'habille. C'est une femme qui est fière de ce qu'elle est. Et dans le gouvernement de Ouattara, qui a l'argent que Kaba Nialé? Je vais parler de ça. Je ne parle pas de l'argent volé. Qui, parmi eux, il n'y en a pas. Mais quand tu as Kaba, on dit, elle n'a pas l'argent. Mais Kaba a l'argent. Elle est respectée à Bouna. Pas seulement à Bouna. Elle est respectée sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est ta maman avec son côté sale là. C'est ta maman la bâtard, Seydou Diakité, Ifa Nyamorote, Iba Sunguruba, toute ta génération maudit, Nyamorote, Idjoutaraboya bâtard que tu sois. Tu as déjà enlevé cette merde là, ce bâtard là. Va dire à ta sale gueule à ta maman. Imbécile, bâtardé. Donc on continue. Kaba Nialé, c'est une femme de dignité, c'est une femme qui se fait respecter. Alors quand vous regardez dans le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-est, c'est-à-dire quand vous prenez Abangourou, vous montez à Bondoukou, vous allez à Bouna. Maintenant, quand vous sortez de Bouna vers Doropo, les petits villages, j'ai même lu encore quelque part que il paraîtrait qu'il y a des Ivoiriens qui ont été enlevés. Que des Ivoiriens ont été enlevés. Dans mes secondes, il y a tellement de bâtards aujourd'hui là. Ah, Allah, wow. Dans mes secondes, je vais enlever les enfants de capotes percées, les bâtards qui sont ici là, Alors donc, on continue. Ils sont en train de monter vers l'est de la Côte d'Ivoire, hein. Je répète, je vais pas descendre au niveau d'Akoupé, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez, à partir d'Azopé, vous laissez un peu Azopé, vous montez un peu Akoupé, mais surtout, vous allez au niveau d'Abangourou. Maintenant, entre Abangourou et Bondoukou, hein, il y a des petits villages Agni et Koulongo. Quand vous arrivez à Bangourou, il y a la ramification pour aller au Ghana.
Vous allez au Ghana, parce que Bondoukou fait directement frontière avec le Ghana. Vous marchez, vous rentrez au Ghana. Et c'est la même chose avec Bouna. Bouna, Bondoukou, c'était pas bitumé. Je crois que, bon, il paraît que ça a été bitumé, tout ça autres. Donc, vous allez à Bouna. Et Bouna, Burkina, on nous dit souvent, c'est ce que le petit maudit porte-parole du gouvernement ivoirien qui dit que les frontières ne sont pas tracées, que souvent les gens peuvent se tromper. Mais quel agent de l'ordre, gendarme de surcroît, parce que c'est les gendarmes qui font les patrouilles là-bas, pas la police. La police ne va que pour les interpellations, mais la police ne fait pas la patrouille là-bas. Non. Non. C'est, quand vous regardez Bouna, c'est la gendarmerie qui va, donnez-moi une seconde, c'est la gendarmerie qui va faire les patrouilles. Alors, comment des gendarmes qui sont supposés, ce sont les garants, les gendarmes, c'est eux qui font tout pour maintenir la Constitution. Alors, comment le gendarme qui connaît la Constitution peut ne pas connaître sa propre frontière? Comment le gendarme peut ne pas connaître sa propre frontière? Si moi je connais, je ne suis pas gendarme, mais je connais le dernier village entre Bondoukou et, je dis Bondoukou, le dernier village de Bouna avant la frontière burkinabé. Parce que n'oubliez pas une chose, on vous a appris ça et on nous a tous appris à l'école. Il y a ce qu'on appelle le no man's land. Le no man's land, c'est quoi? Entre, par exemple, la Côte d'Ivoire et la frontière burkinabé, il y a un espace qui n'appartient ni à la Côte d'Ivoire, ni au Burkina. Ça, c'est ce qu'on appelle le no man's land. Entre les deux frontières. Dans le no man's land, ça n'appartient à personne. Alors, comment des gens peuvent traverser le no man's land, rentrer au Burkina et le bâtard de porte-parole de Côte d'Ivoire dit, ah, les frontières, vous savez, les frontières sont comme ça, c'est pas bien. Maudit que tu sois, idiot que tu sois. Quand on dit c'est un gouvernement d'un culte, d'analphabète, voilà la preuve qu'elle est là. Alors, soit des gens, quand, je répète, hein, ça, on n'a pas besoin d'aller à l'université hein, pour connaître ce que c'est que le no man's land. Le no man's land, c'est un espace entre les deux frontières qui n'appartient à aucun pays. Alors, comment des gendarmes, parce que le gendarme, il est plus instruit que le militaire et le policier. C'est comme ça, hein. Voilà. Donc, comment un gendarme peut se perdre jusqu'à rentrer au Burkina et puis on dit la frontière n'est pas bien tracée. Mais no man's land, il a traversé là. Il n'a pas compris qu'il était en train de traverser le no man's land. Quel gendarme qui ne peut pas connaître sur la carte de la République de Côte d'Ivoire que le dernier village s'appelle ici, que le dernier village s'appelle là-bas, que le dernier village s'appelle Keita, que le dernier village s'appelle Selou. Quel gendarme ne connaît pas le nom du dernier village? Et tu traverses ça, tu traverses le no man's land, tu vas dans un autre pays, et puis on dit les frontières sont mal tracées. Comment les gens peuvent être aussi malhonnêtes jusqu'à ce point-là? Est-ce que moi, je dois dire ça à un soi-disant porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire? Pas du tout. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Alors, ce qu'il faut maintenant comprendre, on va rentrer dans le but du sujet. Je plante le décor, je viens au sein de l'AES, et puis, je remonte en Côte d'Ivoire pour 3 dépôts de candidature. Le dépôt de candidature du président Cheikh Tidiane Thiam, le dépôt de candidature du président Koudou Laurent Gbagbo et le dépôt de candidature d'Alassane Ouattara. Et l'attaque terroriste, quelles sont les implications? Je vous ai toujours dit qu'Alassane Ouattara était un menteur pathétique, un menteur génétique, un menteur congénital. Donc, il a préparé les esprits des Ivoiriens à ça. Et il paraît même que l'attaque a eu lieu depuis la semaine dernière. Et c'est maintenant qu'on informe les Ivoiriens sur l'attaque qui a eu lieu. Quel est le but de cacher une telle information aux Ivoiriens? Quel est l'objectif recherché? C'est de cela qu'on va parler dans la deuxième partie de notre intervention. Mais avant, il y a quelque chose qui est en train de se passer et curieusement, certains pays de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres pays, semblent ne pas être intéressés par ce qui se passe. Mais, permettez-moi de, comme on dit en anglais, de break it down for you. Let me break it down for you, little bit.
La France est en faillite. Ça fait combien de temps je vous dis ça? Et Dieu merci, des voix mieux autorisées que la mienne, en ce qui concerne la France en tout cas, des voix plus officielles, des voix plus averties, plus aguerries, tout le monde reconnaît aujourd'hui que la France est en faillite. Et l'Italie, on va revenir avec l'Italie, ne vous en faites pas. Alors, la France qui est en faillite, donnez-moi une seconde. Je reviens, je répète, la France est en faillite. En d'autres termes, la France ne peut plus payer sa dette. Et aujourd'hui, on dit à Macron, il a le choix. Soit il démissionne, soit il dissout une deuxième fois. Il y a les petits bâtards là, moi, c'est facile de vous enlever de mon direct. Soit il dissout l'Assemblée nationale une fois encore, soit il démissionne. On organise de nouvelles élections présidentielles. La France est en faillite. Alors, les petits bâtards, vos mamans ont leur kojo sale qui pue la merde, vos pères crasseux, merdiques, enfants de capote au percé, vous qui aurez dû être des avortements ou des culottages, ou tout simplement, le sperme de votre papa aurait dû avoir mal à la tête, être handicapé, c'est-à-dire les spermatozoïdes, la même là, aurait dû avoir crise cardiaque et puis ne pas arriver là où il devait arriver. Comme ça, bâtard que vous êtes, vous n'allez pas naître. Malheur aux spermatozoïdes qui est arrivé là où il fallait pas. Dangadé que vous êtes, maudit que vous êtes, maléfice. Et vous connaissez quoi? Votre père, je regrette. Il me fait pitié. Celui qui a dépassé son argent pour mettre à l'école. Vraiment, j'ai pitié de la femme là, qui a pris le temps de vous allaiter, vous habiller, et puis vous accompagner à l'école. Parce que visiblement, vos papas et vos mamans ont échoué à leur éducation. Quand vous regardez quelqu'un comme Keïta, regardez, joli garçon, sans produit gagné, propre, net, du haut de ses plus de 50 ans, regardez comment il est. Regardez-le. Bâtard, c'est ça là que vous ne pouvez pas supporter. C'est cette grâce de Dieu en moi que vous ne pouvez pas supporter. Mais Dieu, il est clair. Soit je vous tue et puis j'accomplis ma volonté à Keïta, soit je vous maintiens en vie et j'accomplis ma volonté à Keïta, soit je vous rends malade, incapable de faire quoi que ce soit, et j'accomplis ma volonté dans la vie de Keïta. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Regardez comment je suis. Propre, élégant. Le verbe, la connaissance. Pathétique que vous êtes. Vous vous plaignez. Les deux téléphones connectés. Chaque téléphone est plus d'1 million de francs CFA, Pro Max. Vous voulez vous comparer à moi? Sans compter que j'ai mon 17 qui arrive, et ça là, j'ai 4. Calculez 1 200 000, 1 300 000, patates. Et chaque année, quand ça sort, je prends 2. Même Gaussou, il a, même Gaussou, il a. Et si vous voulez vous comparer à moi, vous n'avez pas honte? Quand vous courez derrière Keïta, la bâtard que vous êtes, regardez derrière vous, qui court derrière vous? Personne. Mais Keïta ne vous voit pas, lui il avance. Je répète, quand vous courez derrière Keïta là, qui court derrière vous, bâtard que vous êtes? C'est là que vous devez vous dire, est-ce que moi là, je n'ai pas déçu mes parents? Est-ce que je ne suis pas un échec? C'est ta maman qui va laisser la Côte d'Ivoire, bâtard de Koulibaly, Drissania, Mokoté, Dangadé, avec ta gueule pourrie, tout à bon direct, il est imbécile. Alors, maintenant je continue. Je vais continuer maintenant. Bâtard qui sort, je le calcule et puis je le mets. Dangadé que vous avez avec vos gueules pourries, la maudit que vous êtes. Dangadé, laisse la Côte d'Ivoire. Il y a Mokoté, tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu peux faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Raté que tu sois. Et puis c'est les maudits de Trissa, de Traman qui viennent parler de ça. C'est ta maman qui va t'attraper, Nyamokote. Il tout à bon direct, la bâtard là. Tu connais pas où j'habite, Nyamokote. Viens. Je vais te castrer, tu vas voir. Alors, on continue. Au Mali, il y a une guerre qui se joue, mais on voit pas beaucoup. On pense que c'est
la volonté d'Assimi Goïta. D'abord, je voudrais dire infiniment merci au gouvernement de l'État du Mali pour avoir pris position. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des nations, le Sahel a fait quelque chose qui nous a laissé sans mots. Et nous disons infiniment merci, 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 merci à toi. Permettez-moi de revenir rapidement ici. Je vais vous faire écouter ça parce que c'est important pour chacun de nous. Cette compréhension-là, on a besoin d'entendre comment nos autorités, par la grâce de Dieu, voilà. On va écouter ça. Je vous en prie. Ministre de la Justice et des droits de l'homme en garde des Sceaux. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Avec vous, un communiqué du président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de donner lecture d'un communiqué de presse des ministres chargés de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AIS. Les ministres chargés de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AIS, expriment leur vive indignation et condamnent avec la plus grande fermeté les sanctions et autres actions de harcèlement visant des militants panafricanistes reconnus pour leur soutien aux idéaux panafricanistes et souverainistes des peuples de l'AIS. Parmi celles-ci figurent notamment les sanctions décidées par l'Union européenne le 26 juin 2025 à l'encontre de Mme Nathalie Yamb, incluant l'interdiction d'entrée et de transit dans l'Union européenne, les gels des avoirs, ainsi que l'interdiction de survol des espaces aériens européens. L'arrestation illégale, la séquestration dans une caserne et la mort suspecte de l'activiste feu M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, en République de Côte d'Ivoire, et les diverses mesures de harcèlement contre Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Seba, M. Ibrahima Maïga et d'autres panafricanistes en République française et ailleurs. Ces actes illégaux et inhumains constituent une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux droits inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine, en l'occurrence la liberté d'opinion, la liberté d'expression, le droit à la vie et le droit à l'intégrité physique. Ils violent de surcroît les principes même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces sanctions, présentées sous le prétexte fallacieux de la lutte contre une prétendue influence extérieure, et ces actes ignobles ne sont en réalité qu'une tentative de museler les voix africaines qui revendiquent la fin du néocolonialisme et la construction d'un ordre international plus juste et équitable. En conséquence, 1. Tout en présentant leurs condoléances émues à la famille et aux proches des feux M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, ainsi qu'à tous ceux qui partagent son combat, les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel exigent des autorités ivoiriennes une enquête transparente et diligente pour faire toute la lumière sur les circonstances très troubles de sa mort tragique, afin que les auteurs, co-auteurs et complices de sa disparition répondent de leurs actes. 2. Ils expriment leur entière solidarité avec Mme Nathalie Yamb, Dr Franklin Nyamsi, M. Kémy Seba, M. Ibrahima Maïga et tous les panafricanistes persécutés, dont le courage et l'engagement incarnent la volonté des peuples africains de recouvrer pleinement leur souveraineté. En outre, il demande aux autorités françaises de respecter les valeurs et principes qu'elles ne cessent d'instrumentaliser pour déstabiliser l'AIS. 3. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS condamnent les décisions arbitraires de l'Union européenne et les actes ignobles ayant coûté la vie a fait M. Alain Christian Traoré dit Alino Faso, décisions et actes contraires aux principes du droit international et aux valeurs interuniverselles qu'il proclame. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS réaffirment leur soutien indéfectible à tous les militants panafricanistes qui, en Afrique et dans la diaspora, se battent pour l'émancipation totale du continent. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AIS appellent les organisations et les peuples africains à renforcer leur unité et leur solidarité
face aux tentatives extérieures d'intimidation et de répression. Les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES rappellent enfin que les tentatives d'intimidation et de répression extérieure ne feront que renforcer la détermination des peuples africains à bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée dans les concerts des nations. Alors voilà le communiqué du ministre de la Justice et garde des Sceaux du Mali, puisque c'est le Mali, jusqu'à preuve du contraire, qui est encore à la tête de la présidence de l'AES. Il revient donc évidemment au ministre de la Justice de lire le communiqué au nom de ses pairs du Burkina et du Niger. Moi, c'est vrai que on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Nous remercions les autorités de l'AES, les autorités judiciaires de l'AES. Aujourd'hui, c'est clair et net. L'AES vient de dire officiellement que tout Africain à travers le monde qui se bat pour les idéaux panafricains, qui se bat pour la souveraineté de l'Afrique, puis se bat pour le bien-être du continent, si tu es persécuté, quel que soit là où tu te trouves, l'AES dit désormais, l'AES devient une terre pour accueillir tous ceux qui seront persécutés à travers le monde, ceux qui se battent pour la véritable indépendance de nos États. Nous remercions parce que ici, ce n'est pas seulement une condamnation, ce n'est pas seulement une interpellation, mais c'est une prise de position claire et nette et de façon officielle des plus hautes autorités de l'AES, y compris nos présidents. Parce que pour que les ministres parlent, nos présidents ont donné leur accord. Et je suis personnellement un homme heureux. Je suis content et je suis comblé de cette décision importante que nous attendions. C'est cette décision que nous voulions. Je ne suis pas là pour parler de Farabougou. Tu as un cellulaire, tu as quelque chose, va écouter ceux qui parlent de Farabougou. Vous êtes comment même? Tu viens dans mon direct, qu'est-ce qui se passe à Farabougou? Tu poses la question quand je te bannis de toutes mes pages. Apprenez à respecter les gens. J'ai un agenda. Ça ne te convient pas, tu sors de mon direct. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'objet de mon direct. Quand tu rentres, t'as pas vu le titre qui était écrit? C'est Farabougou, tu as vu écrit? Si tu es garçon, faut écrire encore. Alors donc, voilà cette prise de position de nos autorités que nous remercions. C'est une décision que nous attendions personnellement. Et cette décision, comme je l'ai dit, c'est pas seulement une condamnation, c'est pas seulement une interpellation, mais c'est une prise de position juste et c'est de façon souveraine et officielle que nos autorités disent désormais, tous ceux qui seront persécutés au nom de nos valeurs, au nom du panafricanisme, vous trouverez des pays prêts à vous accueillir, non pas comme des réfugiés ou des exilés, mais parce que vous allez vivre pleinement dans nos États comme étant des citoyens libres à part entière. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que Nathalie Yam a reçu son passeport une fois de plus. Les choses sont vraies. Elle a été reçue par le général. Donc elle a son passeport diplomatique. Puisque vous avez vu ce qui s'est passé. Comment injustement on a attaqué la dame. Ça aussi, ça doit vous interpeller. C'est pourquoi quand vous voyez des petits bâtards tels que Mali Konaté qui va s'asseoir sur le plateau de télévision en France pour attaquer le Mali, il faut être un maudit, il faut être maléfique, il faut être vraiment maudit pour faire ça. Voilà des gens, dans leur pays, ils nous parlent, ils nous imposent la démocratie chez nous, ils nous imposent la contradiction idéologique, mais ils n'acceptent pas eux-mêmes cette contradiction chez eux. Quand la guerre en Ukraine a commencé, on a vu comment ils ont fermé toutes les stations, toutes les chaînes de télévision, de radio, tout ce qu'on appelle comme organe de presse, qui serait d'une manière ou d'une autre lié à la Russie. Parce qu'ils voulaient imposer leur narratif. N'avons-nous pas entendu Emmanuel Macron parler à ses ambassadeurs, aller imposer notre narratif? N'a-t-il pas mandaté ses ambassadeurs et les organes de presse
les mettre au service de Quai d'Orsay. Pourquoi? Pour imposer leur narratif, pour mentir. Le jour où Pucheri Balé décidera de venir s'installer au sein de l'AS, elle viendra, mais la femme que je connais n'a pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. Elle préfère mourir en Côte d'Ivoire, elle préfère être incarcérée en Côte d'Ivoire que de quitter la Côte d'Ivoire. Donc Pucheri Balé, elle quittera pas la Côte d'Ivoire. Donc il faut la laisser là où elle est. C'est un choix que nous respectons et nous allons l'accompagner dans ce combat. Alors donc, Pucheri Balé, elle n'a pas le choix. Moi, j'ai le choix. C'est pourquoi j'ai renoncé à tout ce que j'avais sur le plan administratif avec ce pays-là. C'est un choix que j'ai fait. J'avais 3 nationalités. J'avais une nationalité ivoirienne, j'avais une nationalité américaine. C'était un choix. J'ai renoncé à tout ça. Et là, je m'en fous. Les gens se tuent pour aller parler. Bon, ça, c'est le problème des gens. On n'est pas né de la même manière, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même façon de voir les choses. Vous pouvez vous tuer pour aller aux États-Unis. Moi, je m'en fous. C'est le choix que vous avez fait. Si vous êtes pauvre et colonisé dans la tête, c'est là que vous pensez, vous allez penser qu'Amérique, c'est pour vous. Il y a des gens qui sont là-bas, ça fait 50 ans. Retour là, c'est pas dans leur programme. Ça, c'est votre problème. Vivez là-bas. Moi, je suis parti trouver des gens là-bas. Mais je vous jure au nom de Dieu, je le dis et Allah est mon témoin. Quand moi je suis sorti de l'avion, à l'aéroport JFK, je suis descendu de l'avion avec mon petit sac là, c'était tout ce que j'avais, un petit sac. J'avais même pas plus de 5 complets dedans. J'avais même pas un franc CFA quand je rentrais aux États-Unis. Pas un franc CFA. Alors là, je me suis arrêté, j'ai dit Dieu, voilà ce que je te demande. Je vais pas mourir ici, je vais pas rester ici. Parce que moi, la rébellion n'avait pas encore éclaté. C'est juste quelques mois après que la rébellion a éclaté avec Sorogio. C'est là qu'il y a des amis qui m'ont appelé de la Côte d'Ivoire pour dire, enfin, ceux qui ont pu avoir le numéro, mon papa, tout ça, autre, avec ma famille, qui ont dit, mais comment tu as su qu'il allait avoir ça en Côte d'Ivoire? Comment tu as su qu'il allait avoir une rébellion? Comment tu as su que la rébellion va commencer à Abidjan et puis aller se stabiliser à Bouaké? Parce que c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, ça commence à Abidjan et puis ça va s'arrêter à Bouaké. Si je mens là, s'il y a quelqu'un qui dit que je disais autre chose, s'il ne sort pas pour dire la vérité, que Dieu le maudisse à jamais. Moi, je disais ça devant les gens. Il y a des gens qui se fâchent avec moi, tu exagères, tu te prends pour qui? Comment tu peux savoir ces choses-là? Les gens n'ont jamais cru à ça. Donc, je répète, quand moi je suis sorti de l'avion, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas mourir ici, je ne veux même pas durer ici. Mais il y a des gens qui disent, ah, je suis arrivé, c'est fini, je meurs ici, je fais tout ici, c'est ici ma vie. Mais ça, c'est ton problème, mon petit. Moi, je m'en fous. Mais dites-moi, ceux que je suis parti trouver là-bas, là, et ceux qui m'ont trouvé là-bas, et puis je suis revenu. J'ai traversé des moments difficiles, ça tout le monde le sait. Et tout le monde va traverser la même chose. Mais à l'état actuel des choses, aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a un seul parmi eux? Je parle pas. Vraiment, je ne veux pas être un peu trop prétentieux, mais sur 100 parmi eux, celui qui peut m'arriver à la cheville, ce que je gagne, billahi akadoro, vous n'allez même pas compter 5 dedans. 3, ce sera peut-être trop exagéré. C'est le chiffre 3. Parmi, il n'y a personne. Et je dirais même 0. Pourquoi? Parce que moi, je dors chez moi. Je me réveille à l'heure que je veux. Est-ce que tu peux faire ça aux États-Unis? Si tu es garçon, il faut faire ça. Tu vas voir ça. Ça va t'améliorer beaucoup. Tu peux faire ça aux États-Unis? Je travaille quand je veux et comme je veux. Tu peux faire ça aux États-Unis? Tu peux pas. Je travaille pour moi-même. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Quand ils sont là-bas, ils travaillent pour les gens. Allez-y savoir comment ils travaillent. J'ai pas envie de rentrer dans la vie des gens, mais je vous en prie. Quand ils viennent en Côte d'Ivoire avec un petit teint, vous courez derrière eux en Afrique. Mon frère est arrivé. Subhanallah. Si tu sais ce que ton frère ou ta soeur fait là-bas, là, tu n'as pas couru derrière lui. On n'a qu'à laisser ça là-bas. Alors donc, voilà ce que je voulais rapidement par rapport au communiqué. Dis infiniment merci au président de l'AES, au ministre de la Justice et garde des Sceaux de l'AES pour le soutien qu'ils ont apporté. C'est vrai, mon jeune frère, Suleiman Babo, il fait partie, même si son nom n'a pas été cité, le communiqué dit tout le monde. On a cité les figures emblématiques, ceux qui sont dans le combat depuis longtemps. Nous, on faisait ce combat-là, mais on était un peu cachés, on n'était pas vraiment visible comme Kenny, comme Nathalie ou Franklin. C'est avec Assimi Goïta que je suis devenu plus sur les réseaux. Hein. Faut qu'on soit honnête, c'est avec Assimi Goïta.
Mais avant, je peux faire une vidéo, 2, 3 mois, on me voit pas, 4 mois, on me voit pas. Donc, c'était pas trop ça. Et nous, moi, je suis déjà au Mali et je suis à l'aise. Je suis traité avec honneur, je suis traité avec respect et je dis infiniment merci aux autorités de mon pays. Le Burkina a ouvert les bras pour recevoir mon jeune frère Suleiman Gbagbo. Il vit très bien. Vous voyez comment il est en train de grossir. il vit très bien au Burkina, il n'a aucun problème. Nathalie, très bientôt, va s'installer. Elle a le choix entre le Niger, le Mali, le Burkina. Elle choisit le pays qu'elle veut. Ou si elle veut aller s'installer au Cameroun, c'est un choix qu'elle aura fait. Donc, on va respecter ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est important et c'est fondamental. Nos ministres, désormais, ce que j'avais toujours souhaité au plus profond de moi-même, à l'intérieur de moi-même. DJ Volcano, je ne sais pas où il est, mais DJ Volcano, il est dans l'AES. Bon, nous n'allons pas demander à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime de Ouattara de quitter la Côte d'Ivoire pour venir, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut des gens sur le terrain pour combattre Ouattara. Mais c'est un risque aussi à prendre. Mais que personne ne se trompe. L'AES vient de dire désormais, on va recevoir tous ceux qui sont menacés et on interpelle la communauté internationale. Vous ne pouvez pas nous imposer une démocratie et ne pas respecter vous-même les principes de cette démocratie. Qu'est-ce que Nathalie a fait? Qu'est-ce que Kémy a fait? Qu'est-ce que mon jeune frère Babo connaît? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir dénoncé. Mais c'est vous-même qui nous avez appris cela avec votre soi-disant démocratie. Et au nom de cette démocratie, vous ne voulez pas qu'on parle et vous voulez seul avoir la parole. Alors, donc ça c'est, vous avez entendu nos ministres, vous avez entendu le communiqué et nous disons infiniment merci à nos 3 présidents et à nos ministres. C'est ce que nous voulons. Et désormais nous savons que nous avons des présidents qui nous soutiennent. Désormais nous savons que nous sommes soutenus. Désormais nous savons que tous les ennemis de l'Afrique, nous allons les combattre sans avoir peur. Parce que désormais, notre soutien est officiel. Nos autorités viennent de dire officiellement qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous accompagnent. Et ça, c'est plus que l'or et l'argent. Il a fallu que ce soit des présidents militaires pour comprendre ça. Vous croyez que si c'était un président civil, la façon dont je parle, moi j'ai parlé. J'ai parlé pour dire quoi? Vous avez vu ce qui est arrivé aux jeunes qui étaient en Mauritanie? Comment la Mauritanie l'a bazardé facilement? Alors, ceci dit, il y a un autre élément au Mali avec la France. Il y a quelque chose qui se joue. Un jeu dangereux. Un jeu pervers. Un jeu malicieux. La France est en faillite. Et la France voit, attendez, ce que je suis en train de vous dire. Vous avez vu que dans l'actualité internationale, il y a un des cerveaux le commando qui a détruit le gazoduc Nord Stream 2. L'Allemagne n'a pas pigé, parce que Poutine a dit, moi je m'en fous. Nord Stream 2, il n'y a pas un centime de la Russie qui était dedans. Nord Stream 2 a été financé entièrement par l'Allemagne. C'est un projet allemand. Mais Nord Stream 2, depuis le projet, la conception, la réalisation, les États-Unis étaient contre. Ce que les gens n'ont pas compris, je vais vous faire un ramassis d'infos condensées, détaillées, précis, pour que vous compreniez ce qui est en jeu. Pendant que l'Allemagne arrête un des éléments, un des cerveaux de l'attentat de Nord Stream, les Américains envoient un signal au sein de l'AES, particulièrement au Mali d'abord, qu'ils veulent tourner la page des démocrates et que désormais ils veulent s'inscrire dans ce que je vous ai appelé tout à l'heure le principe gagnant-gagnant. Mais qu'on ne se trompe pas. Je dis bien qu'on se... Merci à toi, Abraham, merci. Merci, ouais, sur le départ, c'est un jeune frère que je taquine souvent, mais c'est sûr dans cette bonne guerre. Alors, les Américains prétendent qu'ils veulent s'entendre avec nous. Je voudrais interpeller le président Assimi Goïta parce que Dieu m'a permis au moins de faire à peu près
15 à 16 ans dans ce pays. Alors que je voulais même pas dépasser un an au grand maximum, je crois, hein. Un an, je voulais pas faire plus d'un an aux États-Unis. Mais quand la guerre a, enfin, ce que vous connaissez a éclaté, donc, tout mon projet a été mis à mal. Donc, j'étais obligé maintenant de renoncer à tout, le temps que ça se calme en Côte d'Ivoire. Mais à l'époque, j'avais pas, c'est avec le temps que l'amour du Mali est né à moi. C'est comme si Dieu m'a mené aux États-Unis pour forger à moi le patriotisme de mon pays d'origine, le Mali. Et quand j'étais prêt à revenir, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que j'ai choisi, sans hésiter, même pas une seule seconde. J'ai dit c'est au Mali que je retourne, sur la terre de mes pères, mes ancêtres. Et je renonce à tout parce que ce pays-là, c'est là-bas que je veux être. Alors, ce ne sera pas facile. J'ai dit oui, je sais. Ça va être compliqué. J'ai dit mais je ne crois pas que ce que Dieu m'a fait vivre aux États-Unis, est-ce qu'il y a un pays, quelque part dans le monde, où je vais vivre pire que ce que j'ai déjà vécu aux États-Unis? Je ne crois pas. À part la mort, je ne sais pas, humainement parlant, s'il y a quelque chose que, dans la vie ici, on peut me montrer que j'ai pas vu aux États-Unis. La galère, je vous en prie. La trahison, je vous en prie. La méchanceté des hommes, ah non. J'ai tout vécu de A à Z. C'est un homme aguerri, c'est un homme avec la carapace dure. Comment vous appelez ça même? Gilet pare-balles, hein. J'ai gilet pare-balles. Dieu a fabriqué le gilet pare-balles spirituel, il m'a donné. Donc je porte le gilet pare-balles spirituel de Dieu. On m'a trop cogné, les gars. Donc laissons ça. Les gens peuvent raconter leur vie, mais je souhaite que la moitié de ce que j'ai vécu, je ne souhaite même pas enfin à quelqu'un parmi vous, là, je ne souhaite même pas. Donc, quand les Américains viennent, ils disent, on veut travailler gagnant-gagnant. Je voudrais une fois de plus encore interpeller le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop. Je voudrais aussi interpeller mon Premier ministre, évidemment, le général Abdoulaye Maïga et mon président Assimi Goïta et tous nos autres présidents de l'AES. Je connais ce pays-là, les États-Unis. Je vous apprécie, surtout Trump. Ce n'est pas quand Trump est devenu président que je l'ai connu. Depuis qu'il faisait son émission You Got Fired, où il appelait des jeunes gens pour voir leur talent d'entrepreneur. Comment ils peuvent tout de suite changer s'ils ont des aptitudes et des qualités innées. C'est pourquoi le diplôme ne fait pas tout. Trump, dans son business, c'est pas ceux qui ont gros diplôme. Hein. C'est la même chose avec, comment on appelle, le gars de Tesla, là. Comment il s'appelle? Le gars de Tesla, là, comment il s'appelle? Le gars qui a Starlink, là, bon, écrivez son nom, je vois, le gars de Tesla. Lui, il vous prend parce que vous avez des dons et des talents innés. C'est-à-dire, vous avez des dons naturels. Merci beaucoup, Elon Musk. Merci. Elon. Donc, Elon Musk vous emploie parce que vous avez des aptitudes et des prédispositions que l'école ne vous donne pas. Vous savez, j'étais en train de réfléchir un peu. Le diplôme que vous avez, salut à ta bâtiment, je vous dis que cela ne vous décourage pas. Le diplôme que vous avez, le diplôme, c'est le résultat de ce que vous avez appris. Donc, ce que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas le diplôme. Mais le diplôme de ce que vous avez appris ne fait pas de vous le meilleur ou le plus intelligent de votre famille ou de votre communauté. Non. Si vous avez un doctorat en médecine, la médecine, c'est un domaine vaste. Il y a neurologue, il y a cardiologue, enfin, la liste est longue en médecine. Donc, il y a les spécialités et les spécialisations. C'est la même chose. Donc, le diplôme que vous avez là, c'est parce que vous avez bûché ce qu'on vous a enseigné, avant les concours là. Donc, vous avez répété bêtement sur papier, c'est ça, on dit, ah, tu as bien répété ce qu'on t'enseigne. Voilà, tu as eu ton diplôme. Ah, ben, donc, à part ça, diplôme, c'est zéro, fouille, propre. Sinon, tu as diplôme, pourquoi on te demandait 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience? Donc, ça veut dire que l'expérience vaut mieux même que le diplôme. C'est pourquoi moi, je ne vais jamais, un de mes enfants, l'insulter parce qu'il n'a pas un diplôme. D'ailleurs, je ne vais même pas t'encourager à avoir un diplôme. Je vais t'encourager à être plus intelligent, plus entrepreneur. C'est là que je sais que tu vas réussir dans la vie. Pas du, je m'en fous des tonnes de diplômes que tu peux amasser.
Je m'en fous des tonnes de diplômes. Tonnes de diplômes pour devenir quoi? Salarié de quelqu'un. Quelqu'un qui ne connaît même pas IEA, il est milliardaire. Lui, Kapla. Mais attendez, je vais pas au loin. Hein. Les États-Unis, la Côte d'Ivoire, je prends les 3 pays, puis le Mali. Au Mali, ici, là, tous les milliardaires, 90%, ils sont pas là à l'école. Ceux qui ont gros diplôme travaillent pour eux. 90% des milliardaires ici, ils sont pas allés à l'école. Je vais dire 99%, mais ils sont pas allés à l'école. Donc, c'est les enfants de ceux qui sont allés à l'école qui travaillent pour eux. C'est ça. Et chez nous, on pense que ce diplôme, c'est tout. En tout cas, moi, Dieu m'a tellement décolonisé mentalement sur ces questions-là que je suis à l'aise dans ma tête. Je suis à l'aise. Alors, ceci dit, les Américains disent, ils veulent le lithium du Mali. Trump dit, nos entreprises vont travailler avec vous. On voudrait que nos entreprises puissent avoir accès à vos ressources. Voilà ce que Trump dit. Et nous, on pense que c'est une bonne chose. Ah, l'administration Biden nous a sanctionné. Ah, Donald Trump dit, il veut travailler avec nous. Et puis on est content. Keïta est décolonisé. Keïta n'est pas complexé parce que c'est l'Amérique. À quel prix on va travailler avec les Américains? À quelles conditions on va travailler avec les Américains? Vous croyez que ce homme d'affaires idiot par moment, vous croyez réellement que c'est le bien du Mali qu'il veut? Vous ne voyez pas comme il est en train de tergiverser même avec l'Ukraine? Parce que regardez bien, nous, Trump sait où il veut en venir, mais nos autorités font pas attention. Et ici, je suis ravi de savoir que souvent le renseignement vient m'écouter. C'est pourquoi la dernière fois je dis, il y a des orientations dans nos interventions qui permettent au renseignement tout de suite d'avoir la puce à l'oreille. Et ça, c'est une des orientations que je voudrais que nos renseignements vraiment exploitent sérieusement. Donald Trump, c'est un véritable homme d'affaires. Il fait les affaires comme quelqu'un qui a vu une femme, une jeune fille. Il dit, si je ne marie pas ça là, je vais mourir. Salive là, quand il voit la fille, même salive là, même sort, commence à sortir. Quand il voit la femme, il commence à baver. Il conduit voiture même là. On a oublié d'attraper des volants, elle va tomber. Il va faire accident. Parce qu'il ne peut plus se retenir quand il voit. Trump, c'est comme ça. Trump, il veut créer le besoin. Et en créant le besoin, il veut focaliser notre esprit sur le besoin qu'il crée. Et les opportunités, il commence à faire miroiter les milliards de dollars qu'on peut avoir. L'intérêt qu'on aura. Les retombées bénéfiques qu'on aura. Mais attention, il a quelque chose derrière la tête. Il veut quelque chose de plus important. Le Mali, Trump s'en fout du Mali. Au nom de Dieu, je vous dis, arrêtez de nous blaguer. J'ai regardé un film, je vous conseille tous d'aller regarder le film, ça fait à peu près 2 heures. Mission de choses, comment on appelle le gars, Tom Cruise. Il y a un dernier film qui est sorti, c'est pas ça, hein. C'est ce qui est sorti juste avant le dernier, parce que le dernier film là, c'est ce qui, la traduction en train de faire la promotion de, je parle pas de ça, mais le film qui est sorti, allez-y, regardez. Pourquoi je vous dis d'aller regarder? Les Américains ont récupéré une partie du Congo, la RDC, ils ont fait une base secrète où ils ont installé des serveurs par rapport à leurs satellites. On me dit, Keïta, ça c'est film. Hey, si tu connais comment OLUD fonctionne, tu vas te garder d'avoir une telle réflexion. Ils peuvent pas parler du Congo si les États-Unis n'ont pas des intérêts au Congo. Les Congolais même savent même pas que leur pays ne leur appartient pas. Alors, si vous voyez, attention, hein, ça c'est-à-dire que les serveurs qu'ils ont installés, en fait, ils ont creusé une grotte. C'est un endroit que, humainement, tu peux même pas avoir accès. C'est dans la forêt perdue même du Congo, là. Vous savez que là où le Congo est, attends, est-ce que le gouvernement congolais peut avoir l'argent pour aller installer une telle base? Les gens vont installer une telle base dans le dos du peuple, mais en accord avec les autorités, ça va pas ébruiter. Pourquoi? À cause du lieu choisi,
la forêt dense et dans les grottes. C'est là-bas qu'ils sont allés installer. Et le film, c'est ce que le film a montré. En réalité, tout ce que Tom Cruise montre dans ses films, c'est que c'est des choses qui existent vraiment. C'est vrai que c'est la fiction, mais les endroits choisis existent réellement. Donc les Américains, mais c'est étonnant. En fait, ce n'est pas le gouvernement américain, quand je dis les Américains, c'est un homme d'affaires américain. Et à partir de cette base au Congo, contrôle des satellites. Et les Congolais même ne savent même pas. C'est pourquoi quand Trump dit j'ai arrêté la guerre du Congo en un jour, je me posais la question, mais comment il peut dire il a arrêté la guerre Congo-Rwanda en un jour? Il dit, sauf s'il y a des intérêts énormes en jeu. Et il a montré à tous les deux pays les intérêts qui sont, les intérêts, il a montré aux deux pays les intérêts qui sont en jeu. Kagame tout de suite a compris. L'autre, qui dit arrêtez de faire la grande gueule. Les Congolais, ils détestaient Keïta, ils s'en foutent. Est-ce que le Congo vous appartient encore? Je ne crois pas. Le Congo ne vous appartient pas. Allez-y, regardez Final Mission de Tom Cruise. Allez-y, regardez le film. C'est vers la fin du film. Quand ils ont commencé à ça, évidemment c'est en anglais, hein. Je suis désolé, c'est en anglais, la version française, je sais pas si ça existe. C'est quand ils ont commencé à parler de Congo, j'ai dit, oh, hold on, Congo. J'ai dit, ok, je vais suivre jusqu'à la fin. Et je suis jusqu'à la fin. Ils ont installé ce qu'on appelle les serveurs rooms, là. Une salle de, c'est-à-dire que vous regardez les serveurs, là. Vous êtes fous. Ce sont des serveurs de dernière génération. Je sais pas. À une voiture, on peut pas arriver là-bas, c'est avion. Avion vous dépose quelque part, et vous prenez voiture pour aller à la base. Ils ont fait ça dans une grotte. Donc, quand les Américains disent, on veut travailler avec l'AES, gagnant-gagnant. Bullshit, c'est pas Donald Trump. Donald Trump voit quelque chose de plus grand. Donald Trump veut quelque chose de la Russie. Et Donald Trump, on lui a dit, depuis vers la fin du mandat de Joe Biden, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ils ont dit, on a perdu en Afrique. Macron a reconnu. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Les gens se disent, la Chine nous a dominés en Afrique. Et la France dit, la Russie devient influente en Afrique. Puisque aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont en train de signer des accords de défense avec la Russie. Vous avez vu, l'Égypte a signé la construction de son centrale nucléaire avec la Russie. C'est pas l'Égypte seulement, le Kenya, bien d'autres pays. Bien d'autres pays. Donc, les Américains se rendent compte que les Russes ils sont en train d'acheter des avions, des systèmes de défense, les S-300, S-400. Mais ils se rendent compte qu'il y a un problème. Mais l'Europe se dit, attention, avant c'était avec nous que les gens achetaient tout ça, mais pourquoi l'Afrique maintenant va acheter avec la Chine et puis la Russie? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Donald Trump vient d'abord comme quelqu'un qui est en train de draguer une femme. Il vient d'abord, il jette d'abord les pots de banane pour voir si on va glisser ou bien si on va pas glisser. Si on ne glisse pas, il va dire les Maliens sont devenus trop intelligents. Les gens de l'AES, on a jeté pots de banane, ils sont pas tombés, ils sont devenus trop intelligents. Donc, on passe à la vitesse supérieure. Ils ne sont pas sérieux avec nous. Ils veulent nous tester. C'est pas notre lithium qui les intéresse. C'est pas notre uranium qui les intéresse. Ils veulent rentrer en négociation avec nous pour contrôler l'uranium du Niger, croyant que le Niger veut vendre son uranium à l'Iran. Ils veulent rentrer avec nous pour nous amener à acheter leur arsenal militaire. Ce n'est pas tout. Quand je dis ils visent gros, c'est la Russie qu'ils visent. À défaut d'atteindre la Russie, ils rentrent en collaboration avec les partenaires de la Russie pour voir comment ils peuvent handicaper la Russie à travers ses partenaires. Si on ne peut pas atteindre directement la Russie, on peut atteindre la Russie à travers ses partenaires. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Et les Américains appliquent ça de la façon la plus intelligente. Et Donald Trump, je le dis, c'est un homme d'affaires. C'est pas un politicien. Si les gens pensent que les Américains reviennent à de meilleurs sentiments avec l'AES, c'est que vous n'avez rien compris encore de la politique. Vous ne savez pas qui est Donald Trump. Vous n'avez aucune idée de ce qui est Donald Trump.
Donald Trump s'en fout du Mali, s'en fout du Niger, s'en fout. C'est pas lui qui a dit qu'on est des sauvages, il faut nous laisser. Les gens oublient vite, hein. Les gens oublient. Allez-y, prenez les propos de Donald Trump. C'est pas des propos qui remontent à 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce sont des propos récents, ce qu'il a dit de nous. Mais on lui a dit, pour que tu puisses atteindre Poutine, il faut aller dans l'AES. Alors c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'Italie a montré la voie aux États-Unis. Pourquoi Donald Trump aime tant la première ministre? Comment elle s'appelle là? Meloni, c'est ça? Meloni de l'Italie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et pourquoi l'activité terroriste s'intensifie entre l'Algérie, la Mauritanie et le Mali? Parce que, où est mon truc? Où est mon... Ok. Que se passe-t-il? Il se trouve que l'Italie a signé un très gros contrat, très avantageux avec l'Algérie. Donc, tout le pétrole algérien qui devrait servir, ou du moins qui doit servir l'Europe, passe par l'Italie. Et c'est l'Italie qui devient pays fournisseur de l'Europe à travers le gaz algérien. L'Algérie lui-même, qui n'a plus suffisamment de gaz, rappelez-vous, a signé un contrat colossal avec qui? Avec le Nigeria. Et le gazoduc devait passer par où? Par le Niger. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire là. Et l'Italie est aujourd'hui le pays qui est à l'abri des soubresauts, des fluctuations de ce qu'on peut appeler des ressources énergétiques telles que le gaz. Donc, l'Ukraine perd la marge de manœuvre qu'elle avait, c'est-à-dire le passage par l'Ukraine du gaz russe. Et l'Italie a signé le contrat avec l'Algérie. Le Maroc, le sachant, le Maroc veut développer lui aussi ses partenariats économiques avec l'AES pour garantir. Je ne sais pas si vous commencez à voir les enjeux économiques, comment c'est compliqué, comment nous là, l'AES c'est le point névralgique du monde, l'AES c'est le nombril du monde. Laissez-moi aller, les gens disent ah c'est la Mecque qui est la Kaaba qui est le nombril du monde. Mais là, on parle spirituellement. Et moi, je vous parle sur le plan stratégique. C'est l'AES, ce n'est pas la Kaaba. La Kaaba, c'est sur le plan spirituel. Mais l'AES, c'est sur le plan stratégique. Donc, ce sont deux endroits, deux stratégies différentes, mais qui ont une importance capitale pour le monde. Et l'AES, c'est pourquoi les entreprises qui ont été chassées de chez nous ne l'hésitent pas sur les moyens pour financer l'activité terroriste. Et l'Italie n'a rien à voir dedans, il faut que je sois clair avec vous. Mais l'Algérie maintenant voit son potentiel, ce n'est pas tout. Hein. L'Algérie voit qu'il est en train de perdre le terrain. L'Algérie a envoyé une délégation en Russie. Discuter avec les autorités russes, je ne sais pas, ils n'ont pas été reçus par Vladimir Poutine, mais ils ont fait savoir aux interlocuteurs de Poutine qu'ils s'opposent à ce que Poutine choisisse l'AES comme un partenaire stratégique et fiable au sein de l'Afrique. Alors que l'Algérie est un partenaire historique et classique. Alors, retenez bien les expressions que j'utilise ici. L'Algérie est un partenaire classique et historique qui a acheté beaucoup d'armes avec la Russie. La centrale nucléaire même, c'est la Russie. Donc, l'Algérie voit sa position dominante être basculée. Parce que l'AES, l'équipement de l'AES n'est pas seulement équipé par la Russie. L'AES est équipé par l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord,
la Chine, la Russie, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, etc. Donc, l'AES aujourd'hui, on ne peut pas bloquer l'AES sur le plan armement par rapport à tel qui bloque ici. L'AES a aujourd'hui à peu près 10 partenaires stratégiques où ils prennent avec tout le monde. Et Poutine le sait. Et Poutine dit, pour garder cette position dominante, il faut qu'il devienne le principal acteur clé au sein de l'AES. Et c'est pourquoi Poutine multiplie les actions entre la Russie et les pays de l'AES. Et l'Algérie sort, l'Algérie et la France qui, hier, s'étaient donné la main pour déstabiliser le nord du Mali. Aujourd'hui, l'Algérie et la France se trouvent dans une position difficile. La France et l'Algérie ne s'entendent plus. Et c'est devenu exécrable quand l'Algérie a signé ce contrat de gazoduc avec l'Italie, et l'Italie aujourd'hui, et la France dit qu'elle est désavantagée, l'Italie vend cher, l'Italie ne lui donne pas, donc la France n'arrive même pas à avoir tous les besoins qu'il a, tout le gaz dont il a besoin. Et c'est l'Italie qui impose maintenant sa dominance par rapport à l'Allemagne qui le faisait avec le gazoduc Nord Stream 1 et 2 avec la Russie. Alors, j'espère que vous commencez à comprendre l'image. Voilà comment les choses se balancent en Europe. Maintenant, l'Algérie se trouve sur deux fronts. L'Algérie sur le front économique et sur le front sécuritaire, c'est-à-dire militaire. L'Algérie se dit, je suis en train de perdre le Sahel, parce que l'Algérie ne voulait pas perdre le nord du Mali. Parce que je vous dis, à la date d'aujourd'hui, bien malin celui qui peut nous dire la quantité exacte de gaz, de pétrole, d'or, d'uranium, de lithium, de fer, de bauxite, l'eau pure. Bien malin celui qui peut nous donner aujourd'hui la quantité exacte. Personne. Et l'Algérie avait une idée, puisque l'Algérie a des satellites et des satellites espions. Donc l'Algérie a un document que nous on n'a pas. Avant l'arrivée d'Assimi Goïta, les informations que l'Algérie avait, seuls l'Algérie et la France se partageaient cette information. Et les Américains avaient, puisque c'était une zone qui n'intéressait pas les Américains, donc ils n'avaient pas trop, c'est récemment qu'ils commencent à s'intéresser à nous. Donc, l'Algérie sait très bien. Pourquoi? Sinon, vous croyez réellement que l'Algérie veut aider les gens de l'Azawad? Si vous croyez ça, c'est que vraiment vous n'avez rien compris de la politique. Pourquoi l'Algérie va accepter de se salir juste pour soutenir les gens de l'Azawad? C'est parce que l'Algérie a une idée des ressources énormes qui se trouvent dans le nord du Mali. Et l'Algérie ne veut pas être chassée. Et l'Algérie est contre le dialogue intermalien. L'Algérie veut absolument que les accords d'Alger soient appliqués. Parce que dans l'application des accords d'Alger, il y a une part belle qui sera faite à ces voyous terroristes qui se disent rebelles. Et l'Algérie est prête à apporter son expertise, son financement pour l'exploitation de ces ressources qui se trouvent dans ces parties du Mali. Et le Mali a très bien compris. On a une idée de l'immensité colossale des ressources que nous avons dans le Nord. Et l'Algérie qui a signé un contrat avec le Nigeria, c'était une façon intelligente de mettre la main sur les ressources du Mali. L'Algérie perd, l'Algérie ne contrôle plus, et l'Algérie voulait que nos pays restent faibles et dominés par la puissance militaire algérienne. Et l'Algérie découvre que le génie militaire d'Assimi Goïta est en train d'arracher le Mali à l'influence algérienne. Et l'Algérie est dans tous ses états, ce qui fait que les attaques terroristes sont toujours coordonnées. Mauritanie, Algérie, on les jette, puisque le renseignement algérien ne se cache même pas pour travailler avec le renseignement ukrainien et français. Je vous apporte la preuve tout de suite. Donne-moi une seconde. Je vais vous lire quelque chose qui va vous surprendre. Donne-moi une seconde. Je vais vous lire ça. Voilà. Ici. Selon Alexandre Iranov, chef de la communauté des officiers pour la sécurité internationale, les services spéciaux ukrainiens mènent des opérations
clandestine en Afrique. Dans une déclaration à la presse, il a affirmé que Kiev utilisait une couverture diplomatique pour transférer du matériel militaire et des instructeurs à des groupes terroristes. Voilà ce que l'Algérie et la Côte d'Ivoire et la France, y compris la Mauritanie, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Kiev dit, tant que la Russie va occuper une partie de l'Ukraine, ils se sont jurés aussi de faire en sorte de s'attaquer aux intérêts russes en Afrique. Mais attention, c'est pas les services ukrainiens qui sont arrivés à cette conclusion. C'est le MI6, c'est-à-dire le renseignement britannique, le renseignement français, ukrainien. J'ai pas envie de citer l'Allemagne, mais je peux me limiter au niveau de l'Europe. France, Angleterre, Ukraine, Algérie. Donc, voilà les quatre services de renseignement aux plus grands 5 renseignements. C'est eux qui ont dit désormais, il faut orienter. C'est pour cela que je vous l'ai dit, faisons beaucoup attention avec Donald Trump. Parce que Donald Trump, tout de suite, a la possibilité de dire à Kiev, qu'est-ce que tu fais? J'ai des intérêts là-bas. C'est là que ça devient intéressant. Si les Américains sont sincères et honnêtes, les Américains doivent avoir, ou bien du moins, les Américains doivent envoyer un message clair à Kiev et leur dire d'arrêter ce qu'ils font. Est-ce que, une seconde. L'Ukraine doit être déclarée d'État voyou par la communauté internationale. Pourquoi Donald Trump ne le fait pas? Pendant qu'il cherche à faire la paix en Ukraine, il veut garder ses privilèges avec Poutine, il fait semblant d'être d'accord avec nous, mais le fait de faire semblant en Afrique, attention, obéit à une stratégie. Et je vous le jure, la CIA même sera étonnée de ce que je suis en train de vous donner comme information. Pas le FSB, le SBU, qui est le service de renseignement ukrainien, la DGSE et le renseignement algérien, ils seront étonnés de la qualité de notre intervention. Comment nous arrivons à mettre les éléments ensemble. Ils seront tous surpris de la façon dont nous le faisons avec une certaine intelligence. Parce que ici, je vous ai dit, quand nous parlons, le renseignement dans le monde, certains services sont très attentifs à ce que Keïta dit. Ce que je viens de dire en quelques minutes, j'ai pas envie de crier, mais je pense que c'est l'essentiel de la stratégie et personne au monde ne peut contredire ce que je viens de dire et personne au monde ne peut dire mieux que ce que je viens de dire. Comment j'ai mis les éléments ensemble. Si vous pensez que les Américains nous aiment parce que on se trompe, pourquoi, attends, je vais continuer. Pourquoi s'activer à soutenir les terroristes en Afrique et bénéficier de l'aide européenne et américaine en armement et ne rien dire? Pourquoi Donald Trump ne parle pas? Vous allez me faire croire que la CIA ne sait pas que les Ukrainiens sont impliqués dans le terrorisme dans le Sahel. C'est pourquoi j'interpelle une fois de plus le président Assimi Goïta de faire attention. Donald Trump est un manipulateur. Il n'est pas honnête, il n'est pas sincère. Je voudrais dire à Abdoulaye Diop de faire beaucoup attention. C'est vrai, c'est mon ministre, je le respecte. Mais qu'il fasse beaucoup attention. Moi, je l'ai dit toujours. J'ai eu la chance de faire le monde. J'ai eu la chance de côtoyer des grands de ce monde. J'ai eu la chance de rentrer dans la confidence avec Dieu pour qu'il me masse. Mais il y a des choses, quand je vous dis, ne faites pas, détestez-moi, haïssez-moi, insultez-moi, traitez-moi d'idiot, mais je vous en prie, ne le faites pas. Vous le faites, priez que j'ai menti et que c'est pas Dieu qui m'a inspiré. Parce que si c'est le contraire, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Les Américains savent, la CIA sait, la NSA sait, et même le FBI, qui est intérieur, le sait. Qui aux États-Unis ne sait pas ce que Kiev est en train de faire? Je vais vous donner un exemple, une puce à l'oreille. Qui a aidé les Allemands à arrêter comment on appelle ça, l'ancien espion de renseignement ukrainien, celui qui a participé à faire exploser Nord Stream 2. Mais ce sont les Italiens.
Ce sont les Italiens. Et le monsieur, il est en train de faire quoi? Il est en train de crier en Italie. Il dit non, 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 faut pas qu'on va l'extrader en Allemagne. Parce qu'il sait ce qu'il attend en Allemagne. Mais pourtant, Zelensky a nié, il dit il n'a pas une implication dedans. Alors comment un officier supérieur du renseignement ukrainien est arrêté parce qu'il a sa main dans ce qui se... Alors si les Ukrainiens ont saboté Nord Stream 2 en Allemagne, vous croyez que c'est les Ukrainiens qui vont se gêner pour ne pas envoyer des armes aux terroristes dans le nord du Mali? On nous a dit que Joe Biden était au courant. La CIA avait intercepté la communication comme quoi l'Ukraine était en train de préparer une action terroriste pour faire sauter le Nord Stream 2. La CIA a fait remonter l'information. La NSA a confirmé l'information. Et la Maison Blanche, Joe Biden appelle Kiev et Zelensky dit qu'il n'est au courant de rien. Et quelques jours après, Nord Stream 2 saute. Donald Trump peut-il dire qu'il n'est pas au courant, que la CIA ne l'a pas briefé sur ce qui se passe dans le nord du Mali? Il le sait. Il est au courant. Il est bien informé. C'est pourquoi les idiots qui dansent, oh, les Américains veulent faire, hey! Vous ne connaissez rien encore en politique, calmez-vous, vous n'avez aucune idée. Dansez pour votre perte, si vous voulez. Mais moi, j'interpelle nos autorités de faire attention avec les États-Unis, de faire attention avec Donald Trump. Il n'est pas fiable. Pourquoi aujourd'hui, le Canada est en train de devenir le partenaire de tous les pays à cause de la bêtise? Et qu'est-ce que les monarques du Golfe disent? Ils disent, Trump n'est pas un bon interlocuteur. Il est versatile. Il change du jour au lendemain. On ne peut pas lui faire confiance. Et l'argent n'aime pas ça. Et l'économie n'aime pas ça. À cause de Trump, l'économie mondiale est instable. Alors, vous voulez me dire que Donald Trump n'est pas au courant que l'Ukraine est en train de déverser des armes dans le nord du Mali, à travers l'Algérie? Vous voulez me dire que le Sénégal n'est pas au courant? Vous voulez me dire que la Côte d'Ivoire n'est pas au courant? Je vous en prie, insultez-moi, mais ne jouez pas avec mon intelligence. Je vous en prie. La Côte d'Ivoire sait ce que le Sénégal sait. Je n'accuse pas les autorités sénégalaises, puisque d'ailleurs, c'est chez eux là-bas que les Ukrainiens toujours nous narguent à partir du Sénégal. 2 fois, ils l'ont fait, par 2 fois. Donc, je n'accuse pas le Sénégal. C'est des faits qui sont établis. C'est des faits qui sont établis. Je répète une dernière fois, on n'a pas besoin des Américains pour développer l'AES. On n'a pas besoin des Américains. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder les BRICS. Aujourd'hui, le commerce mondial, il y a 30 à 40% aujourd'hui qui ne passent plus par les Américains, qui ne passent plus par le dollar. Et Donald Trump, je voudrais que les autorités de l'AES se rappellent ceci. Il a frappé qui? Le Brésil. Plus de 50%. Il a frappé qui? L'Inde. Pourquoi? Parce que l'Inde commerce avec qui? Avec Poutine. Le Brésil commerce avec qui? Avec Poutine. Avec qui? Avec les BRICS. Et vous croyez que c'est le Mali, l'Algérie, là, qui a un problème pour Trump? Le Mali, l'Algérie, le Mali, le Burkina, le Niger. Vous croyez qu'on a un problème pour Trump? Nous, on est sous-développés, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Regardez le Brésil. Regardez l'Inde. Trump n'a pas hésité à les frapper. Parce qu'ils s'entendent avec Poutine et vous croyez que quand ça va péter, il ne sait pas où il va nous épargner. Si on se jette dans la gueule de Trump, il va nous broyer comme c'est pas permis. Donc, j'interpelle nos autorités à faire preuve de beaucoup de vigilance, preuve de beaucoup de responsabilité quand il s'agit de Donald Trump. Il n'est pas fiable, il n'est pas stable et c'est un mauvais partenaire. Donc, l'Algérie, aujourd'hui l'Algérie n'a pas de problème, hein, je veux dire, puisque l'Italie
puisque l'Italie est en train de vraiment, avec ce contrat-là, ça c'est du côté de l'Italie, hein. Le Maroc, il a le même contrat, mais je crois que le Maroc, ça c'est au niveau de l'Union européenne. Donc, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, tous ils s'en sortent. C'est là que nous devons nous poser une question simple. Pourquoi nous sommes pauvres, alors que nous avons toutes ces ressources dont le monde occidental a besoin? Pourquoi sommes-nous pauvres, sous-développés, alors que nous avons les mêmes ressources, souvent même plus que les pays du Golfe? Vous n'avez qu'à regarder le Koweït, le Qatar, le plus récent, les États, comment on appelle ça, comment vous appelez, Émirats Arabes Unis, qui vient à peine, les Émirats Arabes Unis ont eu leur indépendance en 1975, c'est-à-dire 15 ans après nous. Mais aujourd'hui, Dubaï est la capitale mondiale du commerce. Comment cela peut arriver? Ils sont venus 15 ans après nous. Et c'est eux qui nous donnent crédit, c'est eux qui nous aident. On leur a dit, on ne peut même pas arriver à la cheville de Dubaï. Mais pourtant, c'est en 1975 qu'ils ont eu leur indépendance. Et nous, en 1960. Est-ce que nos chefs d'État n'ont pas de dignité, n'ont pas d'honneur, ne peuvent pas s'asseoir et puis faire preuve? Mais attendez, je ne comprends pas pourquoi ceux-là, c'est comme ça, et puis nous, c'est comme ça. Mais maintenant, ceux qui veulent le faire, en l'occurrence, les présidents de l'AES, on veut les tuer. On veut déstabiliser leur pouvoir. On veut nous empêcher d'exploiter nos ressources. On nous envoie les terroristes. Et des bâtards encore vont s'asseoir sur les mêmes plateaux de télé, des Africains maudits, des Africains maléfiques et satanés qui auraient dû être des avortons, qui auraient dû être des avortements. Des enfants de capotes percées vont s'asseoir sur ces plateaux-là. C'est eux-là qui attaquent encore leur propre pays, leur propre continent. Mais aujourd'hui, l'Europe est sûre d'une chose. L'Angleterre a compris, l'Angleterre rapidement est sortie de l'Union européenne pour se réorganiser et se reprendre en main. Je vous en prie. Mais regardez la France. Aujourd'hui, la France est en faillite. Parce qu'elle nous volait. Elle est en faillite parce que nous, on a fermé le robinet. Elle est en faillite parce qu'elle ne peut plus venir faire ce qu'elle avait l'habitude de faire impunément. Voler, piller, sans en payer le prix. Ça n'arrivera plus dans nos États. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas travailler la France. On dit qu'on veut qu'on soit respecté. S'il ne veut pas nous respecter, on n'a rien à se dire. Alors vous voyez, donc ces terroristes-là, la question ivoirienne, ça fait mal. Mais on doit répondre à cette question. Chacun de vous et chacun de nous. Pourquoi c'est maintenant que les terroristes attaquent en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que les terroristes attaquent en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Alors, pourquoi ils n'ont pas annoncé l'information avant que Ouattara ne dépose sa candidature? Pourquoi c'est après le dépôt de candidature de Ouattara que les gens en parlent? Pourquoi? Est-ce que réellement c'est une attaque terroriste? Ou c'est un objectif, un dessein beaucoup plus funeste d'orchestrer des attaques contre son propre pays, créer la psychose, exploiter cette psychose et puis justifier encore sa candidature? Est-ce que réellement les terroristes veulent s'attaquer à la Côte d'Ivoire ou on leur a demandé de s'attaquer à la Côte d'Ivoire de façon volontaire pour répondre à des agendas politiques non élucidés? Est-ce que vous croyez réellement que ce sont des terroristes qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire comme ça? Je mets en doute cette version qu'on veut nous faire croire. En ce qui me concerne, ceci a été planifié par les autorités ivoiriennes. Le terrorisme, à l'état actuel, s'il y a une attaque en Côte d'Ivoire, à l'état actuel des choses, je vous demande pardon. C'est pas des attaques terroristes, mais c'est plutôt des gens à qui l'État a demandé de commettre un crime pour justifier son action. Et Ouattara est celui. Alors, pour être candidat,
vous avez tous entendu, donc, excusez-moi, votre candidat, vous avez tous entendu ce que Ouattara a dit. Vous avez tous entendu ce que Ouattara a dit. Ou bien, vous n'avez pas entendu. Vous avez tous entendu bâtard la fois les Nyamogo Dei, tu dois m'en dire la Nyamogo Fali, Dangade, imbécile. Donc, posons-nous cette question. Un bâtard comme ça là. Posons-nous cette question. Pourquoi? C'est simple, hein? On peut se poser cette question. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Alors, les Ivoiriens n'avaient aucun problème de terrorisme. C'était nous. Pendant un bon moment, c'était nous, hein. On a même dit sur des plateaux de télé en Europe que les autorités ivoiriennes ont donné instruction aux forces armées, aux gendarmes, si vous rencontrez les terroristes, il faut tourner le regard ailleurs. Et ça, on en a discuté. Et ça, c'est pas des propos de Keïta. C'est sur des plateaux de télé en Europe qu'on a dit. Les terroristes et comment vous dites ça, et les militaires ou gendarmes s'évitent en Côte d'Ivoire. Et ça, l'information, on l'a reçue à partir d'un plateau de télé en France. Donc les autorités ivoiriennes ont donné instruction aux forces de défense et de sécurité. Vous rencontrez les terroristes, vous n'engagez pas le combat. Vous tournez le regard. Alors comment ceux qui ont fait ça, aujourd'hui viennent nous dire que la Côte d'Ivoire a été victime d'attaques terroristes? Alors la question que nous on doit se poser, est-ce que c'est... Donne-moi une seconde. Alors est-ce que réellement ces attaques, même si ces attaques ont un caractère terroriste, est-ce que l'objectif était terroriste? Est-ce que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes, je vous en prie, n'ont pas une main derrière pour justifier la candidature de Ouattara, puisqu'il en a parlé à 2 reprises. La question c'est de savoir est-ce que Ouattara lui-même n'a pas voulu que cela serve de prétexte pour son 4e mandat. Moi, je pensais, pour être honnête avec vous, je pensais, donne-moi une seconde, je pensais. Alors, une petite parenthèse. Je vais lire ça rapidement pour vous. Attendez, je viens rapidement. Et regardez ici, depuis Genève, écoutez bien ceci, depuis Genève, des experts indépendants des Nations Unies ont appelé hier lundi à la libération immédiate et inconditionnelle du militant de la société civile malienne, Clément Mamadou Dambélé. Le militant anticorruption demeure en détention malgré qu'un juge ait prononcé un non-lieu dans les charges de menaces de mort contre le président de la transition. Ça, c'est ce qu'ils disent. Alors, regardez bien comment le monde fonctionne, mes frères, mes sœurs. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu cette soi-disant expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme demander la libération d'Ali Faso. On n'a pas vu l'Union européenne demander la libération d'Ali Faso, mais on les a vus s'acharner sur Poutine, contre l'opposant à Poutine. On les voit, vous voyez, c'est ça le monde dans lequel on vit. C'est ça le mensonge dans lequel on vit. C'est ça qu'on nous appelle démocratie. Est-ce que vous pensez honnêtement, moi je ne connais pas Clément, je ne cherche pas à justifier, mais moi j'interprète ici la démarche des Nations Unies. Pourquoi le faire pour Clément et ne l'avoir pas fait pour Ali Faso? Pourquoi l'avoir fait pour l'opposant de Vladimir Poutine et ne l'avoir pas fait pour les
les proches de Sorogium qui sont aujourd'hui en détention, ou les officiers de l'armée ivoirienne sous Laurent Gbagbo qui sont encore en détention. Ouais, c'est ce double langage-là, ce double standard que moi j'ai du mal à accepter. C'est pourquoi je dis leur affaire de démocratie là. Vous voulez croire à ça. Vanter les mérites de la démocratie, mais moi je ne crois pas à ça. Je ne crois à rien. Pour moi, il n'y a pas de démocratie tant qu'on vit comme ça. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Ici, il est important, hein, revenons ici. Ce n'est pas fini, hein. Les États-Unis intensifient la lutte contre le blanchiment de capitaux liés au Hezbollah. Écoutez bien, liés au Hezbollah. Le Trésor américain continue d'accentuer sa pression sur les autorités ivoiriennes et le président Alassane Ouattara pour lutter contre le blanchiment de capitaux soupçonnés d'être liés au financement du Hezbollah libanais depuis 2024. Écoutez, hein, d'accord. Plusieurs réunions associant le FBI, les centres ivoiriens de renseignement financier et l'équipe de l'ambassade américaine à Abidjan ont visé à tracer ces flux illicites, en particulier dans l'immobilier et les agences de voyage où des mesures de gel de comptes ont déjà été prises. Voilà un président qui présente son bilan comme inattaquable. Il est encore sous le feu de l'administration américaine. Et pourquoi Alassane Ouattara ne peut pas ne pas faire que ce qu'il fait déjà pour le Hezbollah? Mais curieusement, Alassane Ouattara, ça c'est pas de son fait. Depuis au fouet, les Libanais ont eu un traitement de faveur en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, s'attaquer aux Libanais, c'est déstabiliser l'économie de la Côte d'Ivoire et le pouvoir de Ouattara. Sa femme est juive. Vous croyez que c'est des gâteaux de cœur qu'Alassane Ouattara fait ça? Il n'a pas le choix. Parce que les Libanais sont ancrés dans la politique, autant pour moi, dans l'économie ivoirienne, jusqu'à la moelle épinière de cette économie-là. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver, mais pour le moment là, aucun président ne peut venir et puis mettre les Libanais sur son dos. Quand les Libanais vont commencer à fermer leurs entreprises, ce sont des centaines d'Ivoiriens qui seront sans emploi. L'État peut-il gérer ça? Il ne peut pas. Mais, ce qu'on reproche au pouvoir, c'est quoi? C'est le Hezbollah. Il y a un Libanais, un très riche Libanais, qui est le bras financier du Hezbollah en Côte d'Ivoire. Et c'est là que le FBI, le renseignement ivoirien, enfin, sur ce que vous appelez les crimes économiques, l'ambassade des États-Unis et certaines structures américaines sont impliquées. Mais ça va tourner mal pour Ouattara parce que quand c'est comme ça, c'est grave, c'est dangereux. Déjà, il y a des comptes qui ont été bloqués, ça veut dire qu'au sein de l'administration ivoirienne, que ce soit l'administration publique, ceux qui ont volé l'argent pour aller garder aux États-Unis, le Trésor américain a bloqué. Les politiciens, les ministres ou quoi que ce soit autour de Ouattara qui ont volé l'argent pour aller aux États-Unis, ils ont bloqué. Donc, les Américains ont Alassane Ouattara sur le dos. Du moins, les Américains sont sur le dos d'Alassane Ouattara. Et c'est le Ouattara qui est venu parler aux Ivoiriens si comme tout allait bien pour la Côte d'Ivoire alors que c'est faux. Alors donc, les Américains, ils ont déjà ciblé Alassane Ouattara. Alassane Ouattara le sait. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la France ne peut pas se permettre, si on regarde que la France est ruinée, maintenant nous on peut dire, ah mais si la France est ruinée, la France ne pourra pas financer le terrorisme. Erreur, erreur, erreur. C'est pas avec l'euro qu'on paie les terroristes, c'est avec le franc CFA. Et qui fabrique le franc CFA? C'est la France. Est-ce que la France a des problèmes pour produire le franc CFA? Pas du tout. Donc la France peut être ruinée et produire le maximum de francs CFA
et puis l'injecter dans notre économie pour déstabiliser notre économie et financer le terrorisme. C'est pourquoi nous, depuis longtemps, j'interpelle nos autorités d'accélérer la mise en place de notre monnaie. Seule cette monnaie-là pourra réduire sensiblement le terrorisme. Parce que les terroristes, ils reçoivent le franc CFA, c'est pas ça? Mais quand vous prenez du côté du Nigeria, c'est le Naira qu'ils le reçoivent. Mais pour perturber les échanges, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir du franc CFA. Aujourd'hui, nos autorités, ils ont compris. Mais ils perdent le temps avec la monnaie. C'est vrai. Ils disent, on n'a pas envie de sortir et puis revenir. Quand on sort, ce sera pour toujours et ce sera définitif. C'est notre choix. C'est notre plus grand souhait. Sortir du franc CFA et ne plus jamais revenir dans le franc CFA. C'est notre souhait le plus absolu. Alors, ce que nous voulons dire, pour clore mes propos, il est important d'avoir ça en esprit. La France continuera toujours. Je vous ai lu tout à l'heure un document. L'Ukraine travaille avec la France. Mais attention, les éléments de la DGSE, comme la plupart du renseignement des pays occidentaux, des pays européens, ils sont tous en Ukraine. Ils travaillent avec le renseignement ukrainien. Est-ce que vous croyez que la planification de la déstabilisation dans le Sahel, ça ne se fait pas à Paris, ça ne se fait pas à Alger, ça ne se fait pas à Abidjan, ça se fait à Kiev. Parce que les renseignements occidentaux ont compris une chose. Pour faire mal à Poutine et à ses soutiens africains, il faut attaquer le Sahel. Il faut créer le maximum, il faut désarticuler, je dirais pas, comme on l'appelle, déstabiliser, mais je parlerai plutôt de désarticuler. D'accord? Il faut désarticuler au maximum le régime sécuritaire dans le Sahel. Il faut affaiblir, il faut créer la révolte, il faut créer la frustration de la population contre les forces de défense et de sécurité. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas ce terrorisme qu'on croyait combattre, mais le terrorisme s'est adapté et a changé de stratégie. Mais cela s'est fait sur les théâtres d'opération en Ukraine. La DGSE, le MI6, le FBU de l'Ukraine. Donc c'est eux qui travaillent, qui planifient cette mise en scène. Ces attaques terroristes, ces cibles visées. C'est pourquoi, une dernière fois, je voudrais dire à nos autorités de comprendre ceci. Les Américains savent très bien ce que Kiev prépare contre le Sahel. Donald Trump, il sait très bien. Mais vous allez voir un jour, dans sa bêtise, il va parler comme ça de ça. Il va nous menacer pour dire, bon, mais je sais, hein, les terroristes, moi, je prends un coup de téléphone, tout de suite, ça s'arrête, vous êtes d'accord avec nous, mais Donald, c'est comme ça que Trump agit. Par les menaces. Vous soumettre à sa volonté à travers les menaces. Alors, je voudrais que nos autorités retiennent bien cela. Les Américains savent très bien ce qui est en jeu, et les Américains savent très bien ce que l'Ukraine est en train de faire dans le Sahel. Les Américains le savent très bien. Ils savent très bien que l'Ukraine est en train de faire quelque chose et que l'Ukraine, à travers son service de renseignement, envoie des armes, du renseignement, la formation, puisque chaque rôle est réparti. Est-ce que l'Ukraine a le franc CFA pour payer les terroristes? Est-ce que l'Ukraine a le franc CFA pour payer les terroristes? Non. Ils sont payés avec quoi? Qui les paye? Donc, dans tous les cas, Ouattara, il est dans tout. Il n'est pas étranger à ce qui se passe. Il est au courant de tout.